donc à la webconférence Réussir son recrutement. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat, donc en bas à droite de la fenêtre, si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien? Alors, je vois que quelqu'un s'est emparé du clavier, donc c'est parfait. Bonjour Brigitte. Donc oui, c'est bon, super. Bon, bah parfait. Ok, on va attendre juste 1 ou 2 minutes que les derniers participants se connectent. Je vais vérifier sur ma boîte mail que j'ai pas de mail de personnes qui n'arrivent pas à se connecter. Hop, ça devrait être bon. Bonjour à tous. Bonjour Jawad. Bonjour Madélie. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Timon. Hop, super, vous êtes presque une quinzaine à être connectés, vous étiez 40 inscrits, donc on va attendre encore quelques minutes. Peut-être pour commencer, en attendant, on peut se présenter. Donc, je m'appelle Chloé Bouquier, et donc je travaille à l'association ADI, qui organise cette webconférence. Et aujourd'hui, donc, je suis accompagnée de Jason, qui fait partie de la société Rentokill Initial. Jason, si tu veux te présenter en quelques mots. Ouais. Donc, je m'appelle Jason Love, donc je suis chargé de recrutement et de marque employeur chez Rentokill Initial. Donc, rapidement, pour vous donner un peu le contexte, Rentokill Initial, c'est une grande entreprise dans tout ce qui est secteur de l'hygiène pour les professionnels. On va faire tout ce qui touche au pest control, tout ce qui est fourniture de textiles, de produits d'hygiène, d'entretien des réseaux hydrauliques et de paysagisme intérieur extérieur. Et en termes d'activité, c'est notamment sur le recrutement, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Moi, j'interviens sur le recrutement de tout type de contrats, aussi bien en CDI, CDD que des alternants ou stagiaires, sur des postes divers, services clients, commerciaux, techniciens. Et auparavant, je travaillais en cabinet de recrutement chez Spring. Oui, pardon, j'ai eu un petit problème de connexion. Oui, moi aussi, j'espère que ça a été jusqu'au bout pour tout le monde. Ok, super, merci Jean-Michel. Ok, merci Jason. Du coup, on peut commencer. Donc, avant de parler du vif du sujet sur le recrutement, je vais vous dire 2 mots sur l'ADI pour les personnes qui ne connaissent pas l'ADI. Donc, l'ADI, c'est une association qui a été créée il y a un peu plus de 30 ans maintenant et qui en fait défend l'idée que chacun peut devenir entrepreneur. L'important, c'est qu'il ait accès donc, à un crédit, un financement et à un accompagnement professionnel et personnalisé avec ce microcrédit qui est fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. Donc aujourd'hui, l'ADI est présente partout en métropole et en outre-mer. Donc c'est presque 160 agences dispatchées un peu partout. Et donc il y a 1300 bénévoles qui travaillent avec nous pour pouvoir aider les entrepreneurs, accompagner les entrepreneurs. Et il y a à peu près 500 salariés aussi qui travaillent pour l'ADI. Donc à peu près aujourd'hui, on en est à 150 000 entreprises qui ont été financées et accompagnées. Donc l'ADI, on propose des solutions de financement, comme je disais, via le microcrédit, des solutions d'assurance aussi pour votre entreprise et pour votre personne, du conseil et de l'accompagnement, donc de l'accompagnement collectif, individuel, que ce soit en distance, en distanciel ou en physique. Voilà. Très, très rapidement. Après, n'hésitez pas à prendre contact avec l'ADI pour avoir plus d'informations, soit sur les solutions de microcrédit, d'accompagnement ou d'assurance.
Voilà, maintenant je laisse la parole à Jason. Je reste dans le chat s'il y a des questions sur l'ADI. Et puis voilà, je te laisse poursuivre, Jason. Très bien, merci. Alors, pardon, je crois que j'ai eu des petits soucis de connexion. J'espère que ça va aller pour la présentation. Tout le monde m'entend? Ok. Alors, donc l'objectif aujourd'hui, ça va être d'aborder un peu les grands sujets liés au recrutement. Bon, le recrutement, c'est un sujet assez vaste, hein. On peut difficilement tout aborder sur ce sujet maintenant. L'idée, c'est de prendre 40-45 minutes pour vraiment être sur un fonctionnement un peu boîte à outils, où je vais vous donner un peu les clés du recrutement, des généralités sur comment on peut procéder, en sachant que c'est pas une vérité absolue. Chacun est libre d'adapter un peu le processus de recrutement par rapport à son entreprise, son activité. Et donc, moi, l'idée, c'est juste de vous donner quelques clés sur comment ça fonctionne et comment optimiser votre démarche de recrutement pour avoir, in fine, le plus de candidats et recruter le candidat qui correspond le plus à votre entreprise. Donc, pour commencer, peut-être, si vous pouvez me dire dans le chat rapidement dans quelle activité vous êtes, pour que je puisse adapter peut-être la présentation, ou sur quel profil vous pensez ou vous envisagez peut-être de recruter prochainement. Ok, donc merci Jean-Michel, merci Jawad, merci Paola. Donc on a du conseil aux entreprises, des juristes, des assistantes commerciales, des usines, du commerce, de la petite épicerie, 2 fois, et du commerce de produits cosmétiques. Ok, donc pas mal de commerçants et quelques activités annexes. Donc je vais essayer d'adapter un peu la présentation par rapport à ça. Donc pour en revenir un peu au sujet qui nous lie aujourd'hui, le recrutement, moi j'ai essayé de le synthétiser en 6 étapes. Donc, qui sont la définition du besoin, avec identifier et définir le besoin comme première étape. Ensuite, on va valider le budget pour voir si c'est viable et rédiger et diffuser une annonce. Ensuite, il y a le processus de recrutement en lui-même où on va trier et préqualifier les candidatures, puis planifier, mener le ou les entretiens avec les candidats. Et enfin, une dernière phase qui est la phase d'intégration. Donc, l'idée, c'est que la présentation aujourd'hui se base à peu près sur ces 6 étapes. Donc voilà, comme je vous le disais, il y a plusieurs façons de concevoir le recrutement. Ces 6 étapes donc voilà, peuvent être légèrement modulées en fonction des personnes, des activités, des entreprises, mais globalement, c'est généralement ce qui ressort le plus dans les entreprises. Concernant la présentation, donc au niveau du sommaire, dans une première partie, je vais essayer de définir avec vous, de vous montrer comment on va définir le besoin, que ce soit calculer le coût, savoir si on est prêt à recruter, rédiger une fiche de poste ou de voir un peu les différents types de contrats pour voir lequel correspond à vos attentes. Dans un second point, l'idée, c'est de savoir comment trouver la ressource, notamment en rédigeant une annonce. Donc, qu'est-ce qui est important de mettre dans une annonce, comment la rendre visible et attractive, et également où la diffuser. Est-ce qu'on utilise un job board ou est-ce qu'on a peut-être d'autres canaux qui sont envisageables? Dans une troisième partie, l'idée, c'est de savoir comment on va sélectionner le candidat. Donc, tant en termes d'évaluation, comment on va l'évaluer, comment on va mener un entretien, quels sont les critères de discrimination à éviter. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Moi, j'essaierai d'y répondre à la fin de chacune de ces 3 parties pour échelonner un peu les réponses. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. À savoir aussi que par rapport à ces questions, bon, moi je suis pas non plus DRH, hein, donc je maîtrise pas tous les aspects liés aux ressources humaines, donc je pourrais pas forcément répondre à tout, notamment sur des éléments très spécifiques liés au contrat de travail ou au droit du travail. J'ai quelques notions bien sûr, hein, mais bon, je maîtriserai pas tout, donc voilà, j'essaierai de répondre au mieux par rapport à vos questions. J'ai l'impression qu'on a perdu. Voilà, super.
Oui, je viens de revenir. Bon, l'avantage, c'est que je vois quand je suis perdu. Donc, concernant la définition du besoin, pour reprendre, donc là, on va voir ici comment on va calculer le coût du recrutement, comment on va rédiger la fiche de poste et quels sont les différents types de contrats qu'on peut utiliser. Alors, la première question, je pense que vous devez vous poser à toutes et à tous quand vous prévoyez de recruter, et c'est la question la plus essentielle, c'est est-ce que je suis prêt à recruter? Pourquoi? Parce qu'un recrutement, c'est un engagement contractuel que vous allez avoir. Vous allez signer un contrat de travail et vous allez avoir derrière du coup des obligations en tant qu'employeur. Et il faut surtout être sûr d'avoir les capacités de recruter et d'avoir le besoin de recruter par rapport à son activité, puisque notamment en termes de coûts, ça peut représenter quand même une charge pour l'employeur. Une fois qu'on a creusé et qu'on s'est posé cette question, qu'est-ce qui vient? C'est déjà pourquoi recruter? Est-ce que je recrute parce que y a une augmentation d'activité et moi, entrepreneur, je n'arrive pas à tout gérer tout seul? Ou est-ce que peut-être j'avais déjà un salarié, mais que le salarié, il est en arrêt maladie ou il s'en va et il faut le remplacer? Ou est-ce que c'est vraiment une stratégie de développement? C'est une compétence que j'ai pas en interne et j'ai envie en fait de faire en sorte d'avoir une nouvelle compétence, par exemple pour faire de la communication sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, des choses que je ne maîtrise pas forcément. La deuxième question à se poser, c'est pour quel type de besoin? Est-ce que c'est un besoin ponctuel ou est-ce que c'est un besoin récurrent? La question, donc, c'est en fait de savoir si l'idée, c'est d'avoir besoin de quelqu'un sur du long terme ou est-ce que l'activité risque de rebaisser un moment et finalement, il faut plutôt quelqu'un sur du court terme qui puisse s'adapter rapidement. Après, c'est de savoir si on a besoin d'un profil débutant, confirmé ou expert. Ça, c'est souvent lié du coup au temps qu'on aura à allouer aux candidats et aux futurs collaborateurs pour le former, le faire monter en compétences et aussi à des questions budgétaires. Le troisième point, c'est de connaître la durée de la mission, si jamais c'est un besoin ponctuel, puisqu'il y a un cadre légal par rapport à ça et qu'il faut arriver à estimer à peu près sur combien de temps on aura besoin de quelqu'un. La troisième question, et non des moindres, c'est quel est le coût? Le coût de l'embauche, combien ça va coûter de recruter quelqu'un, combien il va coûter en termes de salaire, de cotisation, etc. Quel est le coût du recrutement? Combien ça va nous coûter de trouver ce candidat? Et d'autres coûts annexes qui peuvent être liés à la formation, l'intégration, etc. Alors, pour estimer le coût du recrutement d'un salarié, donc voilà, le coût du recrutement, il y a deux types de coûts. Il y a le coût vraiment du recrutement lui-même, combien ça va nous coûter de trouver le bon candidat, et le coût du collaborateur. Le coût du collaborateur, ça consiste plutôt à son salaire, son intégration, ses outils, tous ces éléments par rapport vraiment à la rémunération et aux dépenses liées à l'entreprise pour que le collaborateur puisse travailler dans de bonnes conditions. Le coût d'un recrutement, c'est estimé entre 3 000 et 10 000 euros. C'est un coût très large. C'est très, très large. En fait, ça va comprendre le temps passé par la personne qui, pendant ce temps-là, ne peut pas se concentrer vraiment sur son activité. Les outils d'évaluation, éventuellement, si on fait des mises en situation, des tests, ce genre de choses. Où est-ce qu'on va trouver le candidat en termes de diffusion d'annonces, de cooptation, quels canaux on va utiliser. Éventuellement, si c'est un besoin spécifique, si on utilise un prestataire qui va nous facturer, que ce soit un cabinet de recrutement ou une agence d'intérim. Concernant le coût du collaborateur, du coup, sur cette partie-là, il va y avoir bien sûr son salaire, le salaire brut, mais aussi les cotisations patronales qui vont avec. On va aussi avoir également tout ce qui va toucher à l'intégration en termes de formation. C'est un temps qui va être alloué, peut-être même des outils, des prestataires parfois. Donc voilà, ça représente un coût. Des outils, téléphone, ordinateur. Si c'est un commercial, par exemple, il peut avoir un véhicule de fonction. Donc voilà, tous ces outils qui vont représenter un coût. Et tout ce qui touche aux avantages, du coup, que ce soit des tickets restaurants, des mutuelles, des frais de transport. Donc voilà, tout ça, c'est des coûts annexes qu'il faut aussi prendre en compte. Pour information, un recrutement raté, des fois, ça peut coûter très cher. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'aujourd'hui, on prenne le temps vraiment d'expliquer un peu tous les mécanismes qu'on va avoir pour éviter justement d'avoir à payer pour un collaborateur qui partirait peut-être au bout de 2 mois puisque le recrutement serait raté. Autre information, par rapport à la rémunération, il faut avoir la perception qu'il y a 3 choses. Il y a le salaire net, qui va être une des premières choses, le salaire brut dans un second temps, et les cotisations avec le salaire chargé, avec les cotisations du patron.
Le SMIC, du coup, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est 1 554 €. À ça, il faut retirer en général 23% pour obtenir un salaire net, ce qui fait à peu près, du coup, 1 231 € net. Donc voilà, ça, il faut prendre en compte. Le salaire brut, ce n'est pas forcément ce que touche le collaborateur. Dans une seconde partie, il faut savoir qu'à ces 1 554 €, vous, en tant qu'entreprise, vous rajoutez entre 25 et 42% de cotisation patronale, du coup, pour obtenir le coût réel du collaborateur, en parlant bien évidemment uniquement pour l'instant du salaire. Donc voilà, ça, c'est les éléments importants, des éléments un peu complexes, mais qu'il faut bien prendre en compte, puisque, comme on l'a dit, sur un contrat, vous êtes lié au collaborateur, et du coup, par rapport à ça, vous êtes tenu, du coup, de payer le salaire, bien sûr, du collaborateur sur toute la durée du contrat. Pour vous aider, c'est un peu complexe parfois de réussir à bien estimer tous ces éléments-là. Donc, vous allez avoir sur Pôle emploi du coup un simulateur qui est mis en place pour estimer tout ce qui est coût du salarié, tant en termes de cotisation et d'exonération. Donc, vous avez le lien qui est détaillé en dessous. Et ce simulateur est assez bien fait puisqu'il est assez simple d'utilisation, facile à comprendre, et va vous donner du coup les données par rapport au coût total, le salaire brut, le salaire net et le salaire net après impôt, pour vraiment pouvoir estimer le coût du collaborateur. Donc, par rapport à ça, n'hésitez pas du coup à aller sur cette plateforme si vous envisagez de recruter pour bien vous rendre compte au salaire que vous prévoyez de donner aux collaborateurs, quels sont vraiment les tenants et les aboutissants. L'étape suivante, c'est de savoir comment on va rédiger du coup une fiche de poste. La fiche de poste, donc au final, c'est tout le contenu du poste, que ce soit tant en termes du contenu, en termes de tâches, que du profil recherché, des modalités contractuelles qui sont proposées. C'est vraiment une étape qui, des fois, est oubliée, mais qui est très importante, puisque c'est ça qui va conditionner si vous allez faire un bon ou un mauvais recrutement, puisque si vous arrivez à bien définir votre fiche de poste, derrière, vous savez exactement quel est le besoin que vous avez, et donc, derrière, vous arriverez facilement à répondre ou en tout cas aiguiller vos recherches pour trouver le candidat qui correspond parfaitement du coup, à vos attentes. Sur la partie liée au poste, du coup, vous allez avoir tout ce qui touche à l'intitulé de fonction, le positionnement dans l'organisation, le détail des missions et des tâches qui seront confiées à la personne, et éventuellement les objectifs éventuels que vous allez confier à cette personne, en disant peut-être si c'est un boulanger, il y a un objectif de 200 baguettes à faire par jour, ce genre de choses, qui sont des données quantitatives qui permettront d'évaluer cette personne dans son travail. Le deuxième point, c'est concernant le profil. Donc du coup, c'est de définir vraiment quel est le profil recherché, tant en termes de savoir, c'est-à-dire plutôt les diplômes et formations qu'il a passés, en termes d'expérience professionnelle, dans quel domaine il y a eu des expériences, combien d'années on veut qu'il ait d'expérience, en termes aussi de savoir-faire, pour savoir du coup quelles sont ses compétences, qu'est-ce qu'il sait faire concrètement dans l'entreprise, et aussi les compétences de savoir-être, c'est-à-dire ce qu'on appelle la personnalité du candidat, comment il se comporte en entreprise, qu'est-ce qu'il peut mettre en avant sur sa personnalité qui vont être utiles à l'entreprise. Le troisième point, point très important, qui est des fois un peu oublié, c'est les modalités vraiment contractuelles. Donc, sur les modalités contractuelles, déjà, il y a le type de contrat, bien sûr, le statut du salarié, est-ce qu'il est cadre, est-ce qu'il est employé, agent de maîtrise, technicien, tout ça, c'est des choses importantes à définir. La rémunération et les avantages qu'on va donner à ce collaborateur, les horaires de travail, c'est pas pareil de travailler, par exemple, de 4 heures à midi ou de travailler en horaire de bureau, peut-être de 9 heures à 17 heures. Donc, c'est très important de détailler ces éléments-là. Et les moyens et outils à disposition éventuels du collaborateur pour qu'il puisse mener à bien ses tâches. Donc, je vous ai mis ici un exemple de fiche de poste. Pour un boulanger-pâtissier. Je vous l'ai dit, l'idée, c'est de faire un peu en mode boîte à outils, cette formation. Et donc, par rapport à cet exemple de fiche de poste, du coup, on a pris l'exemple d'un boulanger-pâtissier. Donc, moi, je suis pas dans le domaine de la boulangerie. Donc, voilà, c'est pas peut-être fiable à 100%. Mais l'idée, c'est voir un peu quelles sont, par rapport aux points qu'on a évoqués, les réponses qu'on peut apporter derrière. Donc, l'intitulé de la fonction, il doit être très générique. Là, en l'occurrence, par exemple, c'est un boulanger-pâtissier. Son positionnement dans l'organisation, c'est s'il n'y a qu'une personne ou que deux, c'est rattaché peut-être directement au gérant.
Les missions et les tâches qui vont être confiées, donc là, on va détailler, c'est peut-être d'ouvrir la boulangerie, de nettoyer l'équipement, de peser la farine, de préparer le pain. Donc voilà, toutes ces tâches qui vont être listées de façon assez exhaustive pour que la personne sache exactement à quoi il est tenu lors de son contrat de travail. Et les objectifs éventuels, comme je vous l'ai dit, ça peut être le nombre de baguettes de pain ou de viennoiseries préparées dans le cadre d'un boulanger. En termes de profil, on va là essayer de définir du coup tout ce qu'on avait évoqué précédemment. Diplôme et formation, ça va être peut-être, on veut qu'il ait un CAP boulanger ou un bac pro dans la boulangerie-pâtisserie pour avoir au moins un certain bagage technique. En termes d'expérience, on veut qu'il ait 2 ans d'expérience en tant que boulanger peut-être ou en tant que pâtissier ou peu importe, mais l'idée c'est qu'il ait un peu d'expérience, qu'il maîtrise un peu les tâches et que ce ne soit pas sa première expérience, qu'on n'ait pas forcément à tout lui montrer au début. Et après, il y a tout ce qui touche au savoir-faire. Donc voilà, qu'est-ce que concrètement il doit savoir faire, ce soit pétrir, utiliser le matériel de fabrication, suivre les recettes, voilà, tous ces éléments-là. Et en termes de savoir-être, ça va être peut-être la gestion du temps, le calme, la concentration, l'esprit d'équipe, tous ces éléments indispensables. En termes de modalités contractuelles, donc comme je vous l'ai dit, ça va être le type de contrat. Là, en l'occurrence, ça peut être un CDI au statut d'employé. La rémunération, on peut prévoir une fourchette qui peut être modulable. Par contre, c'est très important sur l'annonce de recrutement de la mentionner, puisque c'est un élément qui fait, et c'est démontré, qui fait postuler les gens davantage au poste et qui donne donc plus de visibilité à l'annonce. Les horaires de travail, savoir du coup si c'est un 35 heures, quels sont les horaires. Là, par exemple, un boulanger, ça va peut-être être des horaires un peu atypiques. 4h, 11h, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc, c'est très important de les préciser, pareil si on travaille le week-end ou pas. Et les moyens outils, c'est de dire, voilà, il aura une chambre de fermentation, un pétrin mécanique pour l'aider dans toutes ces tâches. Après, concernant du coup le contrat de travail, donc le contrat de travail, vraiment, il va dépendre du besoin. Il y a plusieurs solutions en termes de contrat de travail qui s'adaptent normalement, comme je vous l'ai dit dans une des premières slides, c'est est-ce que c'est un besoin récurrent, est-ce que je recherche un profil débutant, toutes ces questions-là. Concernant le contrat de travail, il y a un cadre légal pour chaque contrat, et donc il faut bien en avoir conscience, parce que pour répondre aux besoins, il faut savoir à quoi on est engagé lorsqu'on on opte pour tel ou tel contrat. Ça va découler d'obligations pour l'employeur. Concernant le contrat de travail, par exemple, on voit que ça s'adapte sur mon profil. Un CDI, en général, là, c'est un engagement sur du long terme. Donc, sauf il y a des motifs pour se séparer d'un profil en CDI qui sont assez complexes. Donc, du coup, il faut bien avoir à l'idée que quand on recrute quelqu'un en CDI, c'est qu'on pense que l'activité est sur du long terme. Après, on peut trouver tout type de profil, un profil confirmé ou débutant. Il n'y a pas spécialement de motif d'embauche. Et le besoin d'encadrement sera variable selon le profil. Ensuite, on a le CDD et l'intérim, si on passe par une agence d'intérim. Là, c'est du travail temporaire. D'un point de vue légal, sauf pour quelques motifs, normalement, on ne doit jamais dépasser 18 mois. Un contrat peut durer, par exemple, 6 mois et être renouvelé 2 fois potentiellement derrière. Donc là, on est plus sur un besoin ponctuel, à savoir que légalement, on doit avoir un motif d'embauche. On ne peut pas, du coup, décider de recruter en CDD ou en intérim comme ça nous chante. Il faut normalement justifier soit par un pic d'activité, un besoin pour remplacer un collaborateur, ce genre de choses. Le profil du candidat, là pareil que pour un CDI, pourra être confirmé ou débutant, et les besoins d'encadrement, du coup, seront variables. À savoir, il y a des frais supplémentaires en fin de mission et des frais d'agence, éventuellement même sur l'intérim, qui sont à prévoir, du coup, pour ces types de contrats. Après, on a les profils plutôt étudiants, en alternance ou en stage. Donc là aussi, c'est du travail temporaire, même si bien sûr, on peut embaucher la personne à l'issue de la période d'apprentissage ou de stage. Pour un contrat alternance, c'est en général de 1 à 3 ans et selon la formation, et jusqu'à 6 mois pour du coup les stagiaires. Les motifs d'embauche, il n'y en a pas. On peut en recruter autant qu'on veut. Les profils du candidat, par contre, il faut bien avoir à l'esprit, c'est que c'est des profils débutants, ce qui signifie qu'il y aura un besoin d'encadrement et donc une responsabilité à avoir en tant qu'employeur pour former, accompagner l'apprenti, tant dans son apprentissage en entreprise que dans la réussite de ses études. Il faudra aussi en alternance payer le coût de la formation et si c'est un stagiaire, dépasser 2 mois, je crois que c'est 44 jours de travail effectif, on doit prévoir une gratification pour le rémunérer par rapport aux heures réalisées.
À noter que par rapport à tout ça, il y a des dispositifs d'aide à l'embauche qui sont, alors je les connais pas spécifiquement, hein, moi je rentre pas en général dans ce détail dans le cadre de mes missions chez Rentokil Initial, mais il y a des dispositifs d'aide à l'embauche qui sont possibles, qui peuvent vous permettre du coup comme par exemple pour l'alternant, on peut avoir une prise en charge OPCO par rapport à la taxe d'apprentissage qui est prélevée pour diminuer le coût de la formation ou des dispositifs d'aide pour favoriser l'insertion de certaines personnes. Autre point, il y a aussi une dernière option, c'est de faire appel à un consultant ou un prestataire si c'est un travail temporaire pour ne pas avoir recruté la personne et du coup directement demander la prestation à quelqu'un d'autre. Donc, par rapport déjà à cette première partie sur la définition du besoin, est-ce que peut-être vous avez des questions ? Non ? Non. S'il y a quelques questions, peut-être ? Non, mais je pense que ça a l'air plutôt clair. On peut peut-être poursuivre et au pire, il y aura des questions peut-être à la fin. Oui, on va faire comme ça. Merci, Chloé. Donc, en effet, je vous laisserai, si vous avez des questions qui vous viennent peut-être plus tard, n'hésitez pas hésiter à les poser au fil de l'intervention. Hein, et comme ça, après, on pourra les traiter éventuellement en fin de présentation si besoin. Je laisse peut-être la personne qui écrit, au cas où si c'est une question, peut-être tout de suite. Alors, par rapport à la fiche de poste, sur les éléments, la question, hein, donc, c'est est-ce que la fiche de poste a une valeur juridique ? Je ne pense pas, puisque ça, c'est un document en général qui est interne. Alors, je dis je pense pas parce que j'en suis pas sûr à 100%, mais normalement, une fiche de poste, c'est un élément vraiment interne. Ce qui va être, par contre, important, c'est ce qui va être derrière défini dans le cadre du contrat de travail. Donc, du coup, ce qui fait directement appel à cette fiche de poste. Après, sur les éléments vraiment juridiques, sur qu'est-ce qui a une valeur et qu'est-ce qui éventuellement pourrait être utilisé au prud'homme, ça, je ne pourrais pas vous répondre directement. Donc, pour la seconde partie, l'idée, c'était de comprendre comment on va trouver cette ressource. C'est souvent la partie un peu la plus difficile, notamment pour les petites entreprises, parce qu'elles n'ont pas forcément un très grand budget à allouer au recrutement, une notoriété parfois limitée. Donc voilà, c'est dans cette optique que l'idée, c'est de vous aider un peu sur cette partie-là. Dans cette partie, on va voir notamment deux choses. Comment rédiger une annonce avec des éléments essentiels de visibilité et d'attractivité, et où diffuser cette annonce pour qu'elle soit la plus efficace possible. Et pour répondre à Brigitte, je pense que oui, les slides seront mis à disposition. C'est vrai que peut-être un peu vite, donc je pense que Chloé peut me confirmer. Ouais, ça a l'air. Oui, on vous enverra le support et il y aura aussi la possibilité de regarder le replay de la webconférence. Donc, pas de souci. Alors, première étape, étape importante, c'est comment on va rédiger son annonce. La rédaction d'une annonce, c'est l'élément clé. Hein. Sans annonce, on va difficilement pouvoir avoir des candidatures. Donc, pour la rédaction de l'annonce, on va avoir 6 éléments indispensables à faire figurer dans cette annonce. Le premier point, ça va être le titre de l'annonce. Le titre de l'annonce, par exemple, là, j'ai pris l'exemple d'un vendeur-vendeuse. On a vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient dans le commerce, qui recherchaient potentiellement des personnes pour aider dans les ventes du magasin. Donc, le titre de l'annonce, il y a 2 choses qui sont très importantes. Le premier point, c'est qu'il faut que le titre, il parle à tout le monde. C'est-à-dire que, je ne sais pas, à la place de vendeur-vendeuse, est-ce qu'on pourrait dire chargé de caisse ou des choses comme ça ? Ce n'est pas forcément des titres qui parlerait à tout le monde. Et le problème, c'est que quand un candidat recherche une annonce, il va rechercher une annonce par mots-clés sur du coup les différents job boards. Et donc, lui, la première idée, c'est que s'il cherche un travail de vendeur, il va chercher le mot, comme quand on fait une requête sur Google, hein, on tape le mot le plus clair et qui laisse le plus de chances d'avoir des réponses. Donc là, il faut utiliser vraiment un vocabulaire adapté et le plus courant utilisé pour ce type de poste et ne pas entrer dans des postes dans des intitulés trop spécifiques à l'entreprise,
qui limiterait un peu la visibilité. Le deuxième point, c'est qu'on précise homme-femme, du coup, à la fin, pour bien s'assurer et montrer que le poste n'a pas de discrimination à l'embauche et qu'il est ouvert à tout le monde, de façon à inciter tout le monde à candidater. Par exemple, sur des points, sur des métiers, je ne sais pas si je recherche quelqu'un qui est mécanicien, on a tendance à penser qu'il y a beaucoup plus d'hommes, mais il faut laisser la possibilité de se dire que ça peut être une femme, et donc rajouter le homme-femme à la fin, c'est important. D'ailleurs, on peut plutôt mettre femme-homme, puisque dans l'ordre alphabétique, le F vient avant le H. Le deuxième point, c'est présentation de l'entreprise. Alors, l'idée, c'est pas de rentrer dans une présentation en long, en large, en travers. C'est quand même de donner quelques éléments clés au candidat pour qu'il arrive à se situer sur l'activité de l'entreprise, sur peut-être sa localisation et sur quel est l'objet de la recherche. Un troisième point, ça va être du coup le descriptif du poste, les missions. Là-dessus, on va mettre deux choses qu'on avait détaillées dans la fiche de poste. Le rattachement hiérarchique, donc de savoir à qui on est rattaché, pour donner un peu de visibilité et que le candidat puisse se projeter. Et le deuxième point, c'est le descriptif des tâches. Alors, il faut qu'elles soient suffisamment nombreuses pour que ce soit assez détaillé, sans être non plus trop détaillé et trop spécifique, au risque de noyer le candidat et qu'il ne lise pas complètement l'annonce. Ensuite, la quatrième étape, c'est le profil recherché. Partie très importante, puisque les gens qui postulent vont vraiment regarder cette partie. Attention, il est prouvé dans plusieurs études que les personnes... alors, les garçons ont plus tendance, enfin les hommes, à postuler, même s'ils ne remplissent pas totalement toutes les cases, alors que les femmes, en général, les statistiques, ont plus tendance à hésiter à postuler si elles ne correspondent pas à toutes les cases. Dans ce cadre-là, du coup, c'est pour ça qu'il va être important, que ce soit d'ailleurs pour les hommes ou pour les femmes, au final, de mettre ce qui est vraiment essentiel dans le profil recherché, mais de ne pas vouloir mettre trop de barrières au recrutement. Par exemple, si je veux absolument un bac plus 5 et que je mentionne bac plus 5, ça pourra s'entendre. Par contre, si éventuellement je suis ouvert au bac plus 3, il ne faut surtout pas être bac plus 5, puisque potentiellement des candidats bac plus 3 ne voudront pas candidater, puisque du coup, ils estimeront qu'ils n'ont pas le niveau bac plus 5. Si c'est vraiment indispensable, il faut le faire mentionner, tant en termes de formation, de diplôme, de compétences de savoir-faire, de savoir-être, de savoir technique, mais il faut rester assez ouvert sur le profil pour ne pas dissuader les gens de postuler et au final se retrouver peut-être avec seulement 5 candidatures quand on aurait pu en avoir 15 qui correspondent au profil recherché. L'avant-dernier point, c'est les modalités du poste. On l'a dit dans le descriptif de la fiche de poste, c'est un élément essentiel. Dans les modalités du poste, on va avoir donc, comme on l'a dit, la durée de travail, éventuellement du coup les horaires, les jours de travail, la rémunération qui est prévue, ça peut être selon profil, rémunération fixe ou à partir d'eux. Il y a plusieurs façons d'évoquer cette rémunération. Et les tickets restaurants, mutuels, etc. Enfin, tous les avantages qui peuvent s'ajouter et qui permettront de rassurer le collaborateur sur ses conditions salariales. J'insiste sur la partie rémunération. Des fois, soit parce qu'on a honte, soit par souci de discrétion, on n'a pas envie de mettre la rémunération parce qu'on la juge soit trop basse, soit on n'a pas envie forcément de donner cette information à tout le monde. C'est un élément qui va fortement impacter les candidatures. Si vous ne mettez pas la rémunération sur votre poste, il y a beaucoup de gens qui vont être réticents à postuler, alors que si vous mettez cette rémunération, les gens savent dans quoi ils s'engagent et du coup, à ce moment-là, ils vont avoir plus de chances de postuler. Après, s'il y a un mode de rémunération variable, etc., et que le fixe n'est pas très élevé, n'hésitez pas à le détailler pour que, du coup, ça donne malgré tout envie aux collaborateurs de postuler. Si après, par rapport à ça, vous n'avez toujours pas de candidature, peut-être qu'il faut revoir cette rémunération ou le profil recherché. Enfin, le dernier point, c'est les modalités de candidature. Bien préciser à la personne ce qui est attendu pour candidater. Du coup, est-ce que la candidature s'envoie via un site internet? Est-ce qu'il faut transmettre son CV? Est-ce qu'il faut le joindre avec une lettre de motivation? Est-ce que si c'est par exemple un profil très spécifique dans la communication, un portfolio est demandé ou ce genre de choses? Donc voilà, toutes les modalités de candidature sont importantes à mettre dedans. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, il faut se poser les bonnes questions. Une annonce, pour être réussie, elle a deux objectifs, être visible et attractive. Visible pour avoir un maximum de candidats qui sont susceptibles de la consulter et attractive pour leur donner envie de postuler. Pour être visible, une annonce, elle doit avoir déjà le bon intitulé, comme on l'a évoqué, préciser la rémunération, ça aussi on l'a évoqué,
Éviter les contenus discriminants pour ne pas empêcher des personnes de candidater, et être assez clair et différenciante. Parce que si c'est l'annonce commune qu'on peut avoir chez la boutique, pour la boutique d'à côté, par exemple, pour reprendre dans les commerces, qu'est-ce qui va faire que le candidat va postuler plutôt à celle-là ou à une autre? Le deuxième point, c'est qu'une annonce doit être attractive. Elle doit utiliser un vocabulaire donc adapté par rapport aux interlocuteurs à qui elle va s'adresser. Il faut privilégier le contenu vraiment pertinent, pas tout mettre. Une annonce qui doit faire en général moins de 2000 caractères. Donc, c'est important de ne pas en mettre trop, puisque après, les candidats ne lisent plus l'annonce et du coup postulent, et vous allez risquer d'avoir des candidats qui ne correspondent pas, voire d'autres qui n'auront même pas postulé. Elle doit préciser les modalités et susciter une forme d'émotion et donner envie. Si jamais ça ne marche pas, là, vous avez posté votre annonce, ça fait un certain temps, et là, vous voyez que vous avez eu deux candidatures par exemple, qui ne correspondent pas, et vous vous dites, bon, comment je vais faire pour recruter? Dans ce cas-là, il faut se poser les bonnes questions. La première question, c'est est-ce que j'ai bien cadré mon poste? Est-ce que, en termes de compétences, c'est quelque chose qui existe, ce que je recherche? Est-ce que le contenu de mon poste et des tâches correspond au profil recherché? Est-ce qu'ils ne vont pas s'ennuyer? Est-ce que, du coup, mon annonce, elle est bien référencée? Est-ce qu'elle fonctionne? Comment je me positionne par rapport au marché en termes de rémunération? Et quels sont les canaux de diffusion à envisager que je pourrais rajouter pour donner un peu plus de visibilité à cette annonce? Ensuite, l'idée, c'est de savoir comment on va trouver le candidat. Donc, il y a plusieurs façons. On pense des fois que recruter, c'est rédiger une annonce et la mettre sur un site internet payant ou gratuit pour diffuser l'annonce, et que c'est comme ça qu'on va trouver le candidat. C'est pas le seul moyen. Donc, en effet, dans un premier temps, on peut se dire qu'on va diffuser l'annonce sur le site interne si on en a un, sur d'autres sites gratuits. En l'occurrence, on peut penser à Indeed, Pôle emploi, etc. Voire des sites payants si on a le budget. On va peut-être sponsoriser cette annonce, même faire de la publicité. Ça, c'est possible. Le deuxième point qu'on peut utiliser, c'est utiliser son réseau. Des fois, il y a eu d'autres candidats qui ont postulé il y a quelques temps, qui ne correspondaient pas à l'époque, mais qui peuvent correspondre. Donc, pas hésiter à les recontacter. Des relations ou même des collaborateurs déjà en interne dans l'entreprise qui peuvent coopter quelqu'un qu'ils connaissent. Donc, voilà, tous ces éléments-là, en général, ça donne de très bons candidats, puisque c'est des candidats qui sont recommandés ou des candidats que vous connaissez, qui vont faire que, du coup, en général, si on vous recommande un candidat, c'est qu'on pense qu'il est adapté par rapport aux besoins du poste. Le troisième point, c'est peut-être d'utiliser des réseaux, des partenaires. Par exemple, l'école, si c'est recrutement d'un agent stagiaire, vous pouvez aller solliciter, chercher une école qui correspond par rapport aux besoins en termes de formation et leur dire que vous recrutez un alternant ou un stagiaire, voire un alumni, c'est-à-dire un ancien étudiant, pour tout ce qui est CDI, CDD, etc., qui peuvent avoir des personnes à vous préconiser. On peut aussi participer à des salons, des forums, ou demander même l'aide de Pôle emploi dans le cadre de recrutement, qui font soit des communications, soit qui peuvent lancer des démarches spécifiques en fonction du volume. Enfin, on peut, sur des besoins très spécifiques où c'est un peu compliqué de recruter, faire appel à des prestataires type agence d'emploi, cabinet de recrutement, ou éventuellement, du coup, des cabinets de chasse sur des profils vraiment très, très recherchés. Par rapport aux 10 sites que je vous ai mis en dessous, en fait, ce sont les 10 sites de recrutement les plus utilisés. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu des idées de qu'est-ce que vous pouvez utiliser si vous cherchez à diffuser une annonce. Alors, Pôle emploi et Indeed ont deux avantages. C'est des sites gratuits. Vous pouvez diffuser votre annonce gratuitement sur ces deux sites. Alors, qui dit gratuit, dit que l'annonce, passé un certain temps, va être un peu noyée. Donc, du coup, il faudra soit la réactualiser, soit la sponsoriser et donc payer un peu, notamment sur Indeed, pour ces éléments-là. Et voilà, c'est deux sites où vous pouvez diffuser une annonce gratuitement. Ensuite, on a Cadre Emploi et l'APEC. Cadre Emploi et l'APEC, ce sont deux sites qui sont spécialisés vraiment dans le recrutement de cadres. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment si vous avez un recrutement de ce type de profil, de ne pas hésiter à se solliciter, puisque la population qui va rechercher sur ces sites, du coup, sera plus adaptée. Après, on a 4 autres sites très utilisés. On a Le Bon Coin, Météo Job, Monster et Région Job, qui, eux, vont être des sites qui fonctionnent très bien pour les recrutements, tout type de métier, ils ne sont pas fermés, et à savoir que Région Job est un peu plus régionalisé avec différents sites par rapport aux différentes régions. On a aussi Stepstone dans cette démarche. Et enfin, un dernier qui monte beaucoup ces derniers temps, c'est Welcome to the Jungle.
Alors là, en général, il faut prévoir un peu plus de budget puisque Welcome to the Jungle, c'est plus qu'un site de recrutement, c'est un peu une agence de communication pour développer tout ce qu'on appelle la marque employeur, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de mettre des vidéos, des textes accompagnés des annonces, des témoignages, voire des photos, tous ces éléments-là. Donc ça, c'est un peu plus spécifique, mais si vous prévoyez de recruter un peu plus en volume sur des profils où vous avez besoin d'être attractif, ça peut être intéressant si vous avez le budget. Alors, donc avant d'aborder la troisième partie, je vais regarder rapidement si on a eu des questions. Alors, pour remonter sur le premier point de Jean-Michel, en effet, il y a de plus en plus d'offres qui ne mentionnent pas la rémunération. Souvent, c'est pour deux raisons. Soit c'est parce que la rémunération, entre guillemets, l'entreprise a peur que mentionner une rémunération elle soit jugée trop basse par le candidat et que du coup, ce soit contre-intuitif. Donc après, là, il faut se poser la bonne question. Est-ce que la rémunération est réellement trop basse ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut mettre en avant pour peut-être donner plus envie au candidat et le rassurer sur les éléments de rémunération. Et le deuxième point, des fois, c'est juste parce qu'ils n'ont pas envie de communiquer de façon publique face à leurs concurrents sur les rémunérations qu'ils pratiquent pour ne pas que les concurrents connaissent, entre guillemets, leur politique de rémunération. Après, ça, c'est propre à chacun. Il faut voir, il faut peser le pour et le contre. Si une annonce n'a pas de rémunération, on touchera moins de candidats, c'est une certitude. Après, il peut y avoir d'autres problématiques derrière dans le fait de mentionner la rémunération. Donc, bien sûr, ça dépend après de chaque entreprise. Sur le deuxième point, le deuxième point concernant la rémunération selon profil ou expérience. Donc, c'est des points qui arrivent souvent. On met une rémunération selon profil ou expérience parce qu'on n'est pas fermé. On peut une fois donner un peu plus de rémunération si le profil nous plaît vraiment. Et dans ce cas-là, ce qui pourrait être intéressant, c'est soit de préciser une fourchette, soit dans un second cas, c'est éventuellement de mettre à partir d'eux et donc mettre une rémunération minimum et de dire que cette rémunération peut être discutée selon le profil et selon l'expérience. Ce qui permet de mentionner quand même une rémunération clé pour donner une fourchette et malgré tout de permettre aux personnes qui ont un bon profil de négocier et d'essayer de postuler puisqu'ils peuvent se dire que peut-être ils pourront prétendre un peu plus. Donc voilà. Je crois que c'était tout en termes de questions. Donc, ensuite, donc, par rapport à la troisième et du coup dernière étape de cette présentation, l'idée c'est de savoir maintenant comment on va sélectionner le candidat. Donc, c'est une étape aussi qui est très compliquée puisque c'est l'étape d'évaluation. Il ne faut pas se tromper. Comme on l'a dit, le coût d'un recrutement raté peut être assez cher. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'arriver à trouver le bon candidat et avoir un maximum entre guillemets de tips pour réussir à mener un entretien de la façon la plus efficace possible. Dans cet item, on va voir un peu tout ce qui est en termes de comment on va mener un entretien, comment on va évaluer le candidat et aussi comment on va éviter la discrimination puisque c'est un élément important dans le processus de sélection des candidats. Quand on évalue un candidat, on va évaluer en général 4 choses importantes. La première chose, c'est tout ce qui va toucher au savoir. Là, on parle plus de tout ce qui va être d'un point de vue théorique. C'est les diplômes, la formation qu'il a suivie, l'expérience, qu'est-ce que ça va lui conférer en termes de savoir théorique et peut-être éventuellement la culture générale. Tous ces éléments-là sont dans la partie savoir. Le deuxième point, c'est qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il sait faire concrètement. Il y a une différence entre savoir qu'on peut faire quelque chose avec Excel et savoir le faire, par exemple, concrètement, ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'il sait faire. Est-ce que si c'est un commerçant, est-ce qu'il sait vraiment vendre? Est-ce qu'il sait, achalander les produits de façon correcte, etc. Est-ce qu'il sait aussi utiliser des logiciels? Est-ce qu'il maîtrise des langues pour s'adresser peut-être à d'autres personnes? Donc, voilà, toutes ces choses-là. Le troisième point, c'est les compétences de savoir-être. Là, on parle de la personnalité du candidat. C'est un point qui est très important, d'ailleurs très en vogue en ce moment. On recrute de plus en plus sur ces compétences de savoir-être. Nous, de cette façon, chez Rentoki Initial, on se fie forcément beaucoup au diplôme, c'est le critère le plus important pour nous. Par contre, on est très à cheval sur les tests et sur la personnalité. On fait notamment passer des tests, etc., pour s'assurer qu'en termes de comportement, ça va correspondre aux attentes de l'entreprise et par rapport à la culture de l'entreprise. Donc ici, on va évaluer tout ce qui touche aux opinions, aux attitudes, au comportement.
Et enfin, un point très essentiel, les motivations du candidat. C'est un point très important pour tout ce qui va être l'épanouissement de ce dernier dans l'entreprise et surtout la fidélisation. Un candidat qui n'est pas motivé, c'est un candidat qui va se désintéresser et c'est un candidat qui, peut-être, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire peut-être 6 mois, 1 an, va dire « je quitte mon poste parce que ça ne me correspond pas ». Et c'est pour ça que c'est important de comprendre les motivations du candidat pour s'assurer que ce dernier va rester le plus longtemps dans l'entreprise et qu'il va s'épanouir dans l'entreprise, ce qui permettra du coup de le rendre en général plus performant et de ne pas avoir relancé un recrutement 2 mois après l'avoir concrétisé. Dans ces points-là, par exemple, il y a une certification pour les tests de personnalité qui s'appelle la certification MIghty. Eux, ils évaluent 8 critères de motivation clés, que ce soit la rémunération, la sécurité, la variété, donc là on est plus dans les tâches, l'équilibre de vie, le besoin de relation, le besoin de reconnaissance sociale, la philanthropie, donc voilà, faire des choses qui sont bien et utiles à la société, et le besoin d'appartenance. Donc voilà, ça c'est des clés de motivation qu'on peut essayer d'évaluer pendant du coup un entretien. Alors, point important sur cette slide-là, il y a 24 critères de discrimination. Alors, je précise, discrimination répréhensible. C'est-à-dire, en fait, il y a un cadre légal dans le recrutement, et donc, il y a 24 critères de discrimination qui sont interdits pour favoriser l'égalité des chances de chaque collaborateur et éviter aussi les préjugés de la part des employeurs. La discrimination, on pourrait penser qu'on n'en fait pas, des fois, mais en fait, la discrimination, elle est un peu partout. Parfois, on en fait même sans en avoir conscience que c'est de la discrimination, parce que ça nous semble naturel, admis, etc. Et par exemple, dans les critères qui sont interdits par la loi, il y a des critères qui sont bien connus, hein, que ce soit le sexe, la race, l'origine, la religion. Je pense que la plupart des gens qui suivent cette webconférence se doutent qu'on n'a pas le droit de discriminer quelqu'un sur ces éléments-là. En revanche, il y a d'autres critères qui sont moins connus. Par exemple, la localisation, c'est un critère où, en fait, des fois, on dit il habite trop loin ou il ne voudra pas déménager. Et en fait, la localisation, c'est quelque chose qui est très spécifique à un candidat. Un candidat peut être capable de faire 2 heures de route s'il a envie de faire 2 heures de route pour aller au travail le matin. Et c'est normalement, lui, le seul maître pour décider de si ça lui convient ou pas. Donc voilà, il y a des critères un peu divers et variés. Là, bon, je ne vais pas les repasser tous en revue, hein. Il y en a 24, mais bien sûr, ils seront sur le support. Donc, n'hésitez pas sur ces éléments-là, du coup, à chercher. Pourquoi ces critères sont importants à mettre en place? Parce que potentiellement, si vous faites preuve de discrimination de façon avouée, le candidat peut porter plainte. Et du coup, ça peut vous mettre en difficulté. Alors, l'idée, c'est pas de vous faire peur, hein, c'est juste d'éviter ce genre de situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute question posée à un candidat lors d'un processus de recrutement, elle doit avoir un lien direct avec l'emploi. C'est-à-dire qu'une question a toujours un objectif d'évaluer une compétence du candidat par rapport au poste. C'est-à-dire que, dites-vous, pour être simple, c'est que si votre question sort de ce champ-là, c'est que potentiellement elle peut être discriminante. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Après, il y a des critères de discrimination, des fois, qui sont admis. Donc, si cela constitue un élément indispensable au poste, hein, par exemple, on a le cas des fois du mannequinat, hein, bien sûr. Là, on peut faire une discrimination sur le physique, puisque c'est pour un mannequin, ou par exemple, par rapport à un rôle particulier pour un acteur. Donc, voilà, il y a quelques critères comme ça, mais il faut bien se renseigner avant pour être sûr qu'on a le droit légalement d'utiliser ces critères. Ensuite, donc là, on arrive sur un point important, c'est comment on va mener un entretien de recrutement. Donc là, c'est la partie un peu plus, on va dire, technique, un peu moins théorique, mais il y a quand même des éléments importants. Par rapport au déroulement d'un entretien, en général, il y a plusieurs phases qui sont des phases importantes, pas forcément dans l'ordre où je les ai mentionnées hein, sur cette slide. Vous pouvez les adapter, hein, et d'ailleurs, ça dépend un peu de la personnalité, de comment vous voulez mener cet entretien. Mais si vous respectez un peu ces différents points, normalement, vous aurez balayé à peu près tout ce qui est important pour le candidat. On va avoir une phase qui va être sur le cadrage de l'entretien. Donc, c'est rappeler au candidat pour quel poste, quelles sont les conditions, et lui dire comment va se dérouler un peu cet entretien, éventuellement la durée. Le deuxième point, ça va être de peut-être laisser au candidat ou alors lui poser des questions pour qu'il puisse s'exprimer sur son parcours, nous expliquer un peu tout ce qu'il a eu à faire dans les différents postes qu'il a occupés, etc. Un troisième point va être dans l'évaluation des compétences, rentrer peut-être dans le détail des tâches qu'il a eu à gérer dans ces différents postes et pour savoir un peu ce qu'il sait faire d'un point de vue professionnel.
Ensuite, il y a une présentation importante, c'est la présentation de l'entreprise pour permettre au candidat de se projeter, d'avoir des éléments, puisqu'un entretien, c'est donnant-donnant. Le candidat cherche à être recruté, mais l'entreprise cherche aussi à attirer le candidat qui a la liberté, bien sûr, de se dire ce poste ne me correspond pas. Donc, c'est important d'avoir ça en tête et d'essayer d'une certaine façon, vendre aussi son poste en étant toujours honnête pour pas qu'il y ait de déçus, mais en présentant bien sûr l'entreprise. Là, par exemple, on est sur un public d'entrepreneurs aujourd'hui sur cette webconférence. Il peut donc y avoir peut-être plein de choses intéressantes, un fonctionnement peut-être start-up, une communication un peu plus fluide avec la direction, une possibilité d'être proactif et d'apporter des idées. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en avant sur la présentation de l'entreprise et aussi sur vos objectifs de développement, etc. Un autre point, c'est le descriptif du poste. Bien sûr, il faut bien valider avec lui les tâches qui vont être confiées dans le cadre de ce poste et valider que c'est quelque chose qui correspond. Et après, le dernier point, c'est bien sûr laisser la possibilité au candidat de poser des questions pour, du coup, qu'il puisse avoir des réponses sur des choses que vous n'avez pas forcément pensé à évoquer et qui, pour lui, sont importantes dans ce cas. Ensuite, il y a les aspects liés à l'attitude du recruteur. Quand vous allez mener un entretien, alors ces éléments-là que je vais vous décrire, ils ne sont pas indispensables, essentiels, c'est plus une forme de préconisation. C'est comment je pense qu'un entretien doit être mené pour avoir un maximum d'informations, mettre le candidat dans de bonnes conditions et derrière mieux traiter sa candidature. L'attitude d'un recruteur, pour moi, quand on a un entretien, déjà, il doit préparer l'entretien. C'est-à-dire, il faut bien sûr avoir imprimé le CV, en avoir connaissance, avoir une idée de qu'est-ce que vous allez aborder comme sujet lors de cet entretien. Ensuite, c'est la disponibilité du recruteur. Rien de pire pour un candidat que de faire 1 heure de route pour un entretien, voir un recruteur 15 minutes qui n'a pas le temps et qui dit « je dois y aller parce que j'ai une réunion ou parce que j'ai de l'activité à gérer ». Voilà, prenez le temps, quand vous convoquez un candidat, de vraiment le recevoir, de rentrer dans le détail. Et d'ailleurs, votre entretien de recrutement, en général, sera plus réussi, ce qui vous permettra, du coup, de rentrer davantage dans le détail, de comprendre mieux ses motivations et ses compétences. Troisième point, c'est le cadrage. Ça fait le lien directement avec ce qu'on a dit, donc le cadrage de l'entretien. Quatrième point, c'est la bienveillance. Alors, des fois, il y a des recruteurs qui aiment bien challenger les candidats. Ça peut se défendre pour certains postes. Ça peut être important. En revanche, c'est pas pertinent, je pense, pour tous les postes. Il y a des postes où si vous avez un candidat qui ne sera pas forcément exposé au stress, etc., dans ce cadre de son poste, pourquoi forcément chercher à le mettre dans une position du coup de difficulté, puisque ce dernier du coup aura derrière peut-être une pression, du stress, aura du mal à s'exprimer, et au final, vous passerez à côté de certaines compétences qu'il aura eu du mal à exprimer. Donc voilà, il faut bien s'adapter, challenger le candidat, pourquoi pas, le titiller, pourquoi pas, pour voir sa réaction, si c'est vraiment un contenu par rapport au poste. Par exemple, sur les commerciaux, souvent on les challenge pour un peu s'ils ont du répondant, un peu de bagou, s'ils arrivent à s'en sortir. Par contre, sur des profils plutôt administratifs ou des choses comme ça, peut-être qu'on va se dire, là, on va peut-être favoriser la bienveillance. Par exemple, je veux recruter un comptable je reprends par exemple Jean-Michel, là, qui est dans le conseil aux entreprises. On va recruter un comptable pour aider un peu les entreprises, du coup, sur l'aspect un peu fiscal. Est-ce que le comptable a vraiment besoin, puisque c'est peut-être des fois des profils un peu plus introvertis ou pas, est-ce qu'il a vraiment besoin d'être challengé sur son bagou, sa façon de répondre, etc. Donc voilà, et essayer d'adopter un côté un peu plus bienveillant des fois en entretien. Le point suivant, c'est une écoute réciproque. Quand vous faites du coup un entretien, ce n'est pas qu'une information descendante. C'est pas vous communiquez au candidat quels sont les éléments. Le candidat, du coup, a le droit de vous poser des questions, vous devez l'écouter et pas hésiter à prendre des notes pendant l'entretien qui montrera, vous, un signe d'écoute et de respect. Le point suivant, c'est une certaine transparence, que ce soit sur le processus de recrutement ou sur les candidatures reçues ou ce que vous pensez de la candidature. Plus vous êtes transparent, moins il y a de chances que le candidat vous en tienne rigueur et soit déçu. Et enfin, le dernier point, c'est le respect des engagements. Si vous dites à un candidat que vous pensez le recruter, bah, recrutez-le, ou alors ne le dites pas. Si vous dites à un candidat que vous allez recontacter dans une semaine, faites en sorte de contacter parce que pour lui, ça peut être anxiogène, stressant, et après, il peut mal le vivre. Et si vous dites que vous allez prévenir le candidat, même en cas de candidature non retenue, faites-le également. C'est important pour votre image, votre commerce, etc. D'ailleurs, ça, même si vous ne le dites pas, faites-le, hein, je pense. Enfin, c'est important, surtout pour les candidats, surtout que vous recevez en entretien. Ils ont consacré du temps. Donc, dans une forme de respect réciproque,
il faut essayer de leur dire s'ils n'ont pas été retenus et éventuellement pourquoi, ce qui pourrait les aider. Enfin, le dernier point, c'est concernant les techniques d'entretien. Donc, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour évaluer un peu le candidat. Déjà, ça peut être la première impression. C'est vous poser la question de est-ce que, en termes de tenue vestimentaire, est-ce qu'en termes d'élocution, etc., ou est-ce qu'en termes de vocabulaire utilisé, le candidat semble adapté par rapport à ce que vous cherchez. D'un point, vous pouvez utiliser une grille d'évaluation. Donc, ça, c'est un élément important. D'ailleurs, j'y pense, mais je crois qu'il y avait une slide dessus. Je vais juste essayer de voir si elle y est, parce que j'ai l'impression que je l'ai sauté sans faire exprès. Ah, elle ne fait plus partie du support. C'est pas très grave, on vous la remettra dans le support à diffuser, du coup. Ah, si, non, pardon, elle est là. Donc oui, on va en revenir juste après. Donc le point suivant, du coup, c'est par rapport à la grille d'évaluation. Vous pouvez vous appuyer sur une grille d'évaluation de façon à être sûr de rien oublier pendant l'entretien, à pouvoir tout évaluer et à évaluer le candidat de façon plutôt pragmatique, parce que des fois on peut avoir une bonne impression, mais quand on coche un peu toutes les cases requises pour le poste, en fait, sur un point le candidat s'est vraiment démarqué, mais c'est peut-être pas le point essentiel. Le point suivant, c'est utiliser des questions ouvertes. Des fois, on a envie de recruter un candidat on espère tellement recruter le bon candidat que inconsciemment, on a envie de l'aiguiller pour qu'il nous réponde à ce qu'on a envie qu'il réponde. C'est-à-dire, par exemple, je recherche un commercial. Est-ce que, du coup, le commercial peut souvent être chasseur ou éleveur, par exemple, et je pourrais lui poser une question ouverte qui est quel est le type de commercial que vous êtes. Là, le commercial est libre de s'exprimer. Mais une question fermée qu'on pourrait avoir envie, c'est parce que je recrute un commercial chasseur, c'est de lui demander est-ce que vous avez peur de la prospection ou vous, est-ce que vous êtes plutôt est-ce que vous me confirmez que vous êtes un commercial plutôt chasseur? Donc voilà, toutes ces questions un peu aiguillées vont empêcher le candidat d'être très ouvert dans ses réponses et du coup, vous donner un peu moins d'éléments et de façon à ce qu'il soit le plus honnête possible dans ses réponses. Donc, pensez à offrir au maximum les questions de façon à ce que le commercial ou n'importe quel candidat que vous recrutez vous donne un maximum d'éléments. Le point suivant, c'est de creuser et de comprendre. Quand vous êtes en entretien de recrutement, vous êtes face à un candidat et ce candidat, vous allez dire la question classique qui arrive, quelles sont vos qualités? Le candidat va dire, je suis autonome, rigoureux et travailleur. D'accord, c'est très bien. Mais si on s'arrête là et qu'on passe à la question suivante, vous notez autonome, rigoureux, travailleur. Est-ce qu'on est vraiment sûr que le candidat est autonome, rigoureux, travailleur? Pas forcément. C'est pour ça qu'il faut toujours se mettre dans une optique de vraiment chercher à comprendre. Et par exemple, c'est dire, d'accord, vous êtes autonome, mais qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes autonome? D'accord, vous êtes rigoureux. Comment s'exprime cette rigueur dans votre travail? Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner? Une question aussi, plutôt que de demander quels sont vos Problème. Ah, ça y est. Ouais, on a eu un petit point. Bon, je crois que j'étais aux qualités, je pense que ça n'a pas coupé très longtemps. Donc voilà, si vous posez, plutôt que de poser une question sur la partie qualité, demandez-leur directement. Si je demandais à votre ancien employeur de me parler de vous, qu'est-ce qu'il me dirait? De façon à projeter un peu le candidat et qu'il soit peut-être le plus honnête possible. Ensuite, il ne faut pas hésiter aussi à challenger le candidat. C'est lui donner une réalité par rapport au poste, lui demander, ok, d'accord, vous venez, par exemple, pour reprendre les... Bon, je suis désolé, je reprends beaucoup l'exemple du commerce parce que c'est celui qui me revient le plus, où j'ai le plus de connaissances, mais vous recrutez un vendeur, c'est dire, ok, comment vous allez conseiller le client? Là, je suis le client, comment vous allez me conseiller par rapport à tel vêtement que j'ai envie d'acheter ou par rapport à tel produit que je veux acheter, comment vous allez faire? Donc voilà, c'est ces éléments-là qui peuvent être intéressants pour challenger un peu le candidat et se rendre compte un peu de sa façon de s'exprimer et de traiter un point. Après, vous pouvez le mettre en situation. Bon, là, ça reprend un peu ce que je viens de vous dire. Et éventuellement, utiliser des tests pour évaluer le candidat, tests de personnalité, de raisonnement, etc. Donc, pour en revenir du coup à la grille d'évaluation, donc la grille d'évaluation, c'est un exemple que je vous ai donné, comme je vous l'ai dit, c'est un fonctionnement un peu boîte à outils. Donc, l'idée, c'est que quand vous ayez le support derrière,
vous puissiez l'utiliser éventuellement en l'adaptant toujours, parce que là, c'est qu'un exemple, il n'est pas forcément très exhaustif. L'idée, c'est aussi qu'il rentre sur un format présentation pour vous aujourd'hui. Mais par exemple, sur une grille de présentation, on va mettre 4 dominantes. Est-ce qu'on va évaluer la présentation, les compétences de savoir-faire, de savoir-être, les motivations, l'expérience du candidat? On va évaluer un peu tout ça. Et on va donc énumérer des critères. Par exemple, sur la présentation, la tenue du professionnel, le discours, sa qualité relationnelle, son attitude professionnelle, est-ce que c'est adapté? Est-ce que sur l'expérience, quelles sont les formations, les diplômes? On va rajouter éventuellement même des commentaires pour creuser un peu plus, se souvenir bien de ce qui s'est passé pendant l'entretien, parce que des fois, on recrute 5 candidats, on peut oublier certains éléments. Et après, on peut éventuellement rajouter une case notation pour être le plus pragmatique. C'est un processus d'aide au choix, hein. On met des coefficients sur ce qui est le plus important pour nous et on met une notation à chaque fois. Et celui qui a la meilleure note finale, au final, on se dit de façon pragmatique que c'est peut-être le meilleur candidat. Bon, attention aussi à ce point-là, hein, parce qu'il faut bien évaluer aussi ce qui est important pour l'entreprise. Et des fois, il y a des choses qui peuvent sortir de la grille qui vont être importantes. Il y a des choses importantes à valider aussi lors de votre entretien. C'est tout ce qui va être lié aux conditions du poste. Si vous ne validez pas ces éléments-là, vous avez un risque de mal cadrer et au final qu'il y ait une inadéquation entre ce que vous proposez et ce que le candidat recherche. Quand vous recevez quelqu'un en entretien, validez bien sa disponibilité, ou s'il n'est pas disponible tout de suite, quelle est la durée de son préavis pour qu'il se renseigne via son contrat de travail, en général c'est mentionné. Hein. Si c'est un employé, en général c'est 1 mois, un agent de maîtrise c'est 2 mois son préavis, un cadre c'est 3 mois, selon les conventions collectives ça peut être négocié. Donc voilà, évaluez un peu cet aspect-là pour être sûr que ça correspond à votre besoin. Les jours et horaires de travail, c'est aussi un élément important à valider. Est-ce que si mon travail c'est du mardi au samedi, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes bien disponible le samedi, vous avez bien fait attention à ça? Est-ce que, pour reprendre l'exemple du boulanger, si les horaires c'est 4h, 11h, est-ce que ça correspond? Est-ce que si mes horaires c'est 10h, 19h, est-ce que pour vous c'est jouable, ça fait pas trop tard? Donc voilà, ces éléments sont importants. La rémunération, bien sûr, est-ce que ça correspond? On parle bien de la rémunération brute ou de la rémunération nette, être sûr de ces éléments-là. La localisation du poste, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous pensez que c'est jouable sur du long terme si c'est un CDI, etc. Le permis de conduire, est-ce que du coup vous êtes véhiculé pour gérer les déplacements s'il y a des déplacements à faire, ou pour vous rendre sur le lieu de travail, ou pour vous rendre sur un autre site si besoin, ou parce qu'on va vous confier un véhicule de fonction. Et est-ce que vous avez d'autres processus de recrutement en cours? Point souvent qu'on oublie d'évoquer, mais point crucial, parce que si ça va, les coupures sont de plus en plus courtes, c'est positif. Donc pour reprendre sur la partie processus de recrutement, si en fait vous avez la perle rare, mais que vous êtes fixé de rencontrer 10 candidats et que vous avez déjà planifié des entretiens, mais que cette perle rare, au final, c'est le candidat et que vous, à attendre, à vouloir repousser les entretiens, du coup, cette perle rare avait d'autres processus et du coup a pris un poste chez un de vos concurrents ou même une autre entreprise, peu importe. Du coup, vous avez perdu ce candidat. Donc, poser cette question, c'est bien savoir où en est le candidat et pour pouvoir adapter son processus, quitte à avancer les autres entretiens ou prendre sa décision plus rapidement si besoin pour ne pas passer à côté de ce candidat. C'est aussi un moyen de savoir sur quel poste a candidaté le candidat pour être sûr de ses motivations et de ce qu'il recherche et de lui demander peut-être éventuellement par rapport à ces postes, sur la description que vous avez fait pendant l'entretien, comment positionne votre opportunité par rapport au candidat. Ça vous permettra, le cas échéant, d'adapter votre discours ou éventuellement de savoir exactement à quoi vous en tenir en termes d'engagement du candidat dans le processus de recrutement. Un dernier point, en complément de l'entretien, pour évaluer le candidat, il y a des choses que vous pouvez contrôler qui vont être importantes. Donc, ça va être aussi bien les diplômes du candidat. Vous pouvez il y a des sites, des plateformes spécialisées pour être sûr que les diplômes présentés par le candidat sont des vrais diplômes, qu'ils existent réellement. Il y a les références professionnelles. Vous pouvez demander aux candidats de vous communiquer 2 ou 3 références, prendre contact avec eux et du coup demander vraiment concrètement qu'est-ce qu'ils pensent du candidat, quelles étaient les tâches pour être sûr que ça corresponde à ce qu'il vous a décrit, quelle est la personnalité et est-ce qu'il vous recommande ce candidat pour un poste que vous avez à lui proposer. Dernier point, il y a le cas de l'autorisation de travail, il y a un cadre légal. Attention, recruter quelqu'un qui n'a pas forcément d'autorisation de travail, c'est s'exposer soit à des sanctions, soit à payer des coûts de frais de mutation.
Donc ça, c'est important de vous renseigner et de vous assurer que la personne est bien en règle d'un point de vue administratif pour travailler, c'est-à-dire déjà s'assurer que la personne, si c'est une personne étrangère, qu'elle a un titre de séjour, et si elle a un titre de séjour, c'est un titre de séjour qui l'autorise à travailler selon les conditions du contrat. Donc, ensuite, là, vous avez trouvé votre candidat. Il a accepté la proposition, donc tout est parfait. Vous êtes très content, mais il y a un élément important à prendre en compte, c'est préparer son arrivée. Pourquoi? Parce que l'intégration, c'est une étape importante, ce qu'on appelle le onboarding, c'est une étape importante pour la réussite et la performance du candidat plus tard. L'intégration, ça passe par quoi? Ça va être préparer son accueil, le jour de son arrivée, voire les quelques jours avant, préparer les outils dont il va avoir besoin pour directement gérer ses tâches. Il n'y a rien de plus frustrant pour un candidat d'arriver dans une entreprise, mais de ne pas pouvoir faire les tâches qui lui sont confiées parce qu'il doit attendre 5 jours ou 6 jours d'avoir l'ordinateur nécessaire ou les accès, etc. Et préparer éventuellement aussi, bien sûr, la formation de ce collaborateur pour qu'elle soit planifiée dans le temps et pour pas qu'elle soit bâclée. Tous ces éléments-là sont des éléments très importants. Là, j'ai réalisé récemment une étude sur la fidélisation des collaborateurs en entreprise. Et il y a une corrélation qui est très importante entre une intégration réussie et une fidélisation du collaborateur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui ont exprimé dans l'étude que j'ai menée sur le fait qu'ils ont passé une mauvaise intégration, ça ne s'est pas forcément très bien passé, ils se sont sentis peut-être peu considérés, et ils envisagent aujourd'hui de quitter l'entreprise. Il y en a plus quand l'intégration s'est mal passée. Donc voilà, c'est un élément comme quoi qui est important à prévoir pour être sûr que le candidat se sente considéré, épanoui et qu'il puisse réaliser ses tâches correctement et qu'il soit bien formé pour intégrer l'entreprise. Donc voilà, c'est un élément à surtout pas négliger. Donc là, on en arrive au terme de cette présentation qui a duré à peu près 1 heure, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc j'espère avoir été clair, que cela a été surtout que ça vous a aidé à un peu mieux comprendre les enjeux et les étapes du processus de recrutement. Alors bien sûr, je vais traiter vos questions par rapport du coup à toute cette présentation et pour essayer d'y répondre si je peux. La seule chose que je voulais mettre avant de traiter ces questions, je voulais mettre juste un point en avant qui sort un peu du cadre, mais qui est plus lié à mon activité. Là, le contexte sanitaire en ce moment, il est un peu difficile, il est un peu compliqué. Il y a des personnes qui perdent leur emploi, qui ont des fois des difficultés à trouver un emploi. Et qui, du coup, sont en conversion professionnelle. Je voulais juste transmettre un message. Nous, chez Rentoki Initial, on a technicien pour certification. Oui, je savais couper. Donc, nous, Rentoki Initial, on recrute des techniciens sans qualification que nous formons et également des commerciaux sur toute la France, même des profils assez juniors avec juste une petite expérience dans le domaine. Donc, si jamais vous avez du coup des connaissances qui ont des difficultés et que vous avez envie d'être un peu solidaire et peut-être de les aider à leur démarche de recrutement, il ne faut pas hésiter à les rediriger vers notre entreprise. Je vais vous mettre dans le chat notre site internet du coup en fin de présentation où en fait notre site carrière où on regroupe un peu toutes nos annonces de recrutement. Donc n'hésitez pas à les rediriger sur les techniciens ou les commerciaux. C'est des postes où on peut recruter un peu sur toute la France. Donc voilà, n'hésitez pas si vous connaissez des personnes en difficulté et qui ont envie de travailler, de leur recommander du coup notre site pour qu'on puisse traiter leur candidature. Je vais juste vous l'écrire dans le chat et après je vais répondre à vos questions éventuelles. Super, merci Jason. Pour l'instant, on a uniquement une question de Jean-Michel encore. Et je vous en prie, si vous voulez poser d'autres questions, allez-y. Alors, donc, je vais essayer de traiter du coup les questions au fil de l'eau. N'hésitez pas hein, si vous en avez d'autres à poser. Donc, Jean-Michel qui a fait une remarque sur le mouton à 5 pattes. Oui, parfois on cherche le mouton à 5 pattes. L'exemple du comptable est intéressant car son poste peut avoir une ouverture sur des questions RH. Est-ce que l'entretien ne pourrait pas aider à déceler le potentiel du candidat sur sa capacité à traiter des sujets divers? Oula, question très très complexe et bien formulée. Donc en effet, c'est vrai qu'on a tendance des fois à vouloir le candidat des fois idéal. En général, le chargé de recrutement, quand il est dans une entreprise, lui a peut-être une vision un peu plus claire du marché, de ce qui est trouvable ou pas.
Et des fois, quand c'est un manager, un gérant ou quelque chose comme ça, on peut penser que c'est comme il y a un certain nombre d'années, quand on cherche une compétence, il y a 2000 personnes qui veulent ce poste et que du coup, ça va être facile de trouver. C'est pas forcément le cas. Et en effet, il est des fois compliqué du coup de trouver le candidat qui va cocher toutes les cases. C'est pour ça que, comme je l'avais dit pour la rédaction de l'annonce, il faut réussir à être relativement ouvert sur le profil recherché et après pouvoir être souple, adaptable, quitte à faire monter en compétence ce candidat. Il faut vraiment définir ce qui est ultra important par rapport au poste et indispensable. Et comme ça c'est des critères où on ne pourra pas couper. Et par contre, sur les autres éléments, il faudra chercher à être assez ouvert. Sur l'entretien, pour répondre à cette question, donc est-ce que l'entretien peut aider à déceler le potentiel du candidat sur sa capacité à traiter des sujets divers? Là, en général, ça va être plus être sur les compétences du coup de savoir-être du candidat qu'on va chercher à évaluer du coup lors de cet entretien, parce que les capacités de savoir-être, c'est les compétences potentiellement du candidat à atteindre des postes ou des capacités, des compétences qu'il n'a pas encore. Et du coup, tous ces traits qu'il n'a pas eu sur son expérience doivent être évalués en entretien. C'est pour ça que lui demander beaucoup de choses sur sa perception des choses, ses motivations, son attitude, son comportement, sa façon de réagir face à telle ou telle situation, ça va être des éléments peut-être importants pour que le candidat, du coup, arrive à nous, en tant qu'employeur, à déceler un peu la capacité du candidat à s'adapter et donc potentiellement avoir un profil évolutif. On peut aussi, bien sûr, faire passer des tests aux candidats. Par exemple, on fait passer des tests de raisonnement aux candidats chez nous pour voir leur capacité un peu logico-mathématique, notamment pour tout ce qui est tous nos postes un peu plus qui requièrent des procédures, comme les profils en qualité, hygiène, sécurité, environnement, où on fait passer des profils de vente à nos commerciaux, même juniors, pour connaître un peu leur attrait pour la vente, leur profil de vente. Et donc, tous ces tests peuvent être des outils qu'on peut utiliser. Ok, très bien, merci. Il y a une autre question aussi de Jawad. Une intégration réussie ne signifie pas forcément une fidélisation à long terme. Quels sont les autres leviers de fidélisation pour l'employeur? Donc, c'est en effet, l'intégration réussie, c'est un levier, mais c'est justement dit, Jawad, il y a de nombreux leviers, et justement, dans cette étude, du coup, là, je l'ai bien en tête, cette question de la fidélisation. Alors, le point qui ressort, le numéro 1, et de très loin, hein, et je pense que ça ne sera pas une surprise, c'est la rémunération. À un moment donné, souvent les collaborateurs sont amenés à partir parce qu'ils considèrent que leur rémunération est insuffisante. C'est pour ça que des fois, il faut se poser la bonne question, c'est OK, on gagne de l'argent sur le salaire, mais est-ce qu'en relançant un process de recrutement, en devant reformer la personne, etc., des fois, on ne perd pas plus d'argent, et du coup, est-ce qu'on est bien en accord sur la rémunération par rapport à ce qui est proposé? D'autres leviers qui peuvent être utilisés, c'est est-ce que, on l'a dit, hein, le candidat, en fait, il peut avoir plusieurs choses. On parle beaucoup du burn-out, un candidat, du coup, qui est trop en situation de stress, etc. Et donc ça peut être un levier, bien sûr, s'il a des tâches qui sont trop stressantes, qui prennent trop de temps pour lui, qui n'arrive pas à déconnecter, ça peut être des choses importantes. Mais il y a aussi d'autres éléments. On a aussi ce qu'on appelle le burn-out, c'est le côté ennui. Un candidat qui s'ennuie sur son poste parce que, du coup, les tâches ne correspondent pas à son profil ou à ses compétences ou à ses aspirations, il faut réussir soit à adapter, soit bien sûr à changer de candidat si ça ne correspondra pas pour lui, mais il faut sinon, dans la mesure du possible, essayer d'adapter les tâches ou de permettre une évolution à ce candidat. Et après, il y a tout ce qui va toucher vraiment au contenu du poste. Est-ce que les tâches sont suffisamment valorisées, etc. pour le candidat? Il y a d'autres leviers, hein, bien sûr, ça va être les perspectives d'évolution en interne du candidat, les conditions de travail, la pression que va avoir le candidat. Il existe énormément de leviers et au final, le bien-être au travail, c'est un point qui est très soulevé en ce moment. Et tous ces leviers vont contribuer à la fidélisation et à l'épanouissement du collaborateur. Et en général, plus que la fidélisation, ça contribue également à la performance du candidat, enfin, du collaborateur en son entreprise. Question de Paola. Avez-vous des exemples de tests de personnalité auxquels nous pouvons avoir accès facilement? Alors, moi, j'ai utilisé deux principaux types de tests, deux plateformes de tests. Donc, je pense que vous pouvez y avoir accès. Il y a des tests qui sont libres
comment ça s'appelle, en libre accès, mais des versions un peu plus test, mais qui peuvent vous déjà, si vous n'avez pas forcément des fois le budget, qui peuvent être bien. Vous avez notamment le test, je pense que pour certains ça vous parlera, le test des 4 couleurs. C'est un test qui a été inventé, c'est ce qu'on appelle le Discovery Insight. C'est Carl Gustav Jung, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la psychologie, etc. au travail, qui a inventé ce test qui détermine un peu la personnalité du candidat selon 4 grands traits de personnalité, toutes basées sur le côté extraverti, introverti, rationnel, émotif, et qui donnent en fait des grandes attitudes. Donc ça, si vous faites test des 4 couleurs ou test Discovery Insight, je pense que vous pouvez en avoir des accès gratuits. Sur des tests après un peu plus compliqués, quand je travaillais au sein du groupe Spring, du groupe Adecco, nous, on avait une plateforme qui s'appelait Talent Today. Je pense que c'est possible d'y souscrire, moyennant un certain coût pour y accéder. Sur cette plateforme Talent Today, on évalue la personnalité du candidat et au travail, toutes les compétences savoir-être et les motivations du candidat. Donc, ce test peut être accessible. En général, c'est bien d'avoir suivi une formation pour les débriefer, mais bon, c'est accessible, c'est suffisamment transparent pour comprendre. Et on utilise actuellement chez Rentoki Initial une autre plateforme qui s'appelle Central Test. Donc là aussi, ils ont une base de tests là, qui est très variée et qui est encore plus détaillée, je pense, puisque en fait, vous pouvez tester surtout, comme je vous l'ai dit, on teste même le raisonnement, l'intelligence émotionnelle, la personnalité, les profils de vente, les tests techniques sur Excel. On peut tester plein de choses sur cette plateforme Central Test. Donc voilà, ça c'est un peu les différents retours d'expérience que je peux vous communiquer. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions ? Ok. J'en profite, moi, pour vous demander, donc comme je vous disais au début, on est en train d'essayer de voir quelle solution d'accompagnement on peut créer pour vous accompagner au mieux dans le recrutement des salariés. Du coup, on a réalisé un petit questionnaire voilà, pour récupérer un petit peu voilà, votre avis déjà sur cette webconférence-là qui vient de se dérouler et pour voir quels besoins vous auriez en plus sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à prendre... c'est un tout petit questionnaire, il y a 4 questions, je crois. Un petit moment pour y répondre. Je vous remettrai le lien dans le mail que je vous enverrai à la suite de cette webconf. Pour rappel, donc, ça a été demandé au début, donc je crois, Brigitte, il me semble. On vous enverra bien à tous le support de présentation, ainsi qu'un lien pour récupérer l'enregistrement de la webconférence. On vous donnera aussi plusieurs liens voilà, pour rester en contact avec l'ADI, plusieurs liens aussi sur les outils dont on a parlé ensemble, la grille d'entretien, de la grille d'évaluation, voilà, ce qu'on vient de parler là avec les tests des 4 couleurs, etc. N'hésitez pas, en tout cas, à revenir vers nous si vous avez des questions qui arrivent après. Je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit. Ok, bravo Jason. Effectivement, c'était vraiment très très intéressant et très clair. Donc merci beaucoup Jason. Merci Chloé. Pour tout le travail de préparation et d'animation. Et puis merci à vous pour votre participation. Et puis voilà, on reste en contact si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. Ouais, très bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée.